Il y a 196 pays dans le monde. 25 d'entre eux sont considérés comme très riches, car la richesse moyenne par personne est de $100,000 par an. Ces pays sont... Mais bien plus de pays sont plutôt pauvres et certains sont très pauvres. Ces pays sont les 20 pays les plus pauvres du monde où la richesse par habitant est en dessous de $1,000 par an, soit moins de $3 par jour. Chaque pays est plus ou moins sur la voie de la croissance, mais les plus pauvres ont une croissance très lente. Si le Zimbabwe continue avec le même taux de croissance, il sera qualifié comme pays riche dans 2722 ans. Ce que nous voulons savoir dans ce film est pourquoi certains pays prospèrent alors que d'autres stagnent. Pour que nous comprenions ce que le pays riche font bien, il vaut mieux comprendre les défis et les obstacles auxquels les pays pauvres sont confrontés. Il y a 3 facteurs qui déterminent si un pays deviendra riche ou pauvre. Les institutions, premièrement. Les institutions sont capitales. En général, les pays riches ont de bonnes institutions, tandis que les pays pauvres ont de très mauvaises institutions. Il y a une corrélation directe entre la pauvreté et la corruption. Les pays les plus riches du monde sont également ceux qui ont le moins de corruption. Et les pays les plus corrompus sont également les pays les plus pauvres. Quand un pays est corrompu, il ne peut récolter assez de taxes pour financer les bonnes institutions dont il aurait besoin pour sortir des pièges de la pauvreté. La moitié de la richesse de ces pays les plus pauvres vont dans des comptes offshore dans les pays étrangers et les revenus perdus dans ce pays comptent entre 10 milliards et 20 milliards de dollars par an. Pendant ce temps, dans ces taxes, les pays pauvres ne peuvent pas investir dans la sécurité, l'éducation, la santé ou le transport. Les meilleurs moyens de comprendre la corruption, c'est de savoir qu'il est basé sur l'idée de clan. Disons que vous voulez recruter quelqu'un dans un pays riche, vous êtes supposé recruter le meilleur par rapport au mérite. Peu importe votre relation privée, mais dans les pays pauvres, avec cette pensée clanique de tribu et tout, ça serait déjà une forme de corruption en soi. Vous devez prendre d'abord votre cousin, votre oncle, votre ami et autres. Et par conséquent, vous ne donnez pas assez d'accès à l'intelligence que regorge votre population. Le deuxième point qui fait que le pays reste pauvre, c'est la culture. Ce qui passe par la tête des gens, les visions, les croyances. Une statistique surprend ici par rapport à la religion. S'il y a une généralisation, que dans les rapports entre la religion et les richesses, c'est que moins de gens croient à plus de chances ils ont d'être riches. 19 des nations les plus riches du monde ont 70% de leur population qui disent que la religion n'est pas importante pour eux. L'exception ici, c'est les États-Unis qui parviennent à combiner les deux. La religiosité avec une grande richesse. Les inverses des nations les plus pauvres au monde sont souvent extrêmement religieuses. Voici combien de personnes pensent que la religion et les surnaturels sont très importants dans les pays les plus pauvres. Dans les pays les plus pauvres au monde, tout le monde est croyant. Pourquoi est-ce que la croyance est si mauvaise dans la création de la richesse? Parce que généralement la religiosité est connectée à l'idée que ici et maintenant ne peuvent pas être améliorés. Il faut plutôt se concentrer sur les spirituels ou l'au-delà. Ce qui paraît un peu logique quand vous vivez ici. Dans le monde des richesses, en revanche, les gens croient fermement leur capacité de changer leur destin grâce à l'effort et au talent. Soit disons passons aux États-Unis pour expliquer l'anomalie des USA et les religions ne sont là. Les croissances économiques ici, parce que c'est une religion particulière, très protestante et incroyablement matérialiste. Le Dieu américain ne veut pas que les croyants pensent à construire un nouveau bâtiment au paradis. Ils veulent le construire là maintenant dans leur pays. Il y a un gros facteur qui détermine la richesse ou la pauvreté des nations. Elles sont surtout localisées dans les régions tropicales. Ce n'est pas une coïncidence. La vie est bien plus difficile là-bas. Les problèmes commencent avec l'agriculture. Les plantes tropicales sont généralement moins remplies de carbohydrates. Les pays pauvres ont généralement les pires sols. Un pays au climat tropical peut étonnamment s'avérer désavantageux par la photosynthèse. Historiquement, une des clés importantes dans la reconnaissance des sociétés prospères était leur possession des grands animaux domestiques tels que les chevaux et autres qui libéraient en grande partie des travailleurs du labourage manuellement. En Afrique tropicale, les animaux domestiques au fil du temps étaient éliminés par des plus effroyables fléaux. La mouche tsetse, cette petite mouche exclusivement présente en Afrique à cause de la chaleur et de l'humidité, assomme les animaux à très grande échelle, les rendant somnolents et inactifs, à un effet profond
sur la capacité des Africains à développer les technologies, augmenter la productivité agricole et récolter la richesse. Ce ne sont pas juste les plantes et les animaux qui souffrent dans les tropiques. Aux latitudes centrales, les animaux sont en proie aux vastes gammes de maladies, y compris 100% des pays à bas revenus qui sont affectés par au moins 5 maladies tropicales en même temps. La température magique qui a aidé les pays riches à devenir riches est de 16 degrés centigrades. D'ailleurs, aussi désagréable qu'elle soit, cette chute sous les 16 degrés lorsque l'automne commence à mordre est assez littéralement une des grandes fondatrices de la civilisation. La géographie bride aussi le transport et les pays pauvres sont majoritairement très mal connectés. La Bolivie, enclavée, le Paraguay qui n'a presque pas d'accès à la mer sont les nations les plus pauvres d'Amérique du Sud. L'Afrique n'a qu'une seule rivière principale navigable, le Nil, et abrite 15 nations terrestres dont 11 ont un revenu de $600 au mois. Loin de toutes ces coïncidences, les pays les plus pauvres d'Asie, l'Afghanistan, est aussi complètement enclavé. Ensuite, il y a l'importance des ressources naturelles. Les ressources naturelles, le pétrole et autres, peuvent être des vrais problèmes et paradoxalement, les pays pauvres en ont à profusion. Ces ressources naturelles sont ce que les économistes appellent les catalyseurs. Ils vont aider à rendre un pays avec de bonnes institutions plus riche, mais avec de mauvaises institutions deviendra encore plus pauvre, accélérant ce qui s'appelle le piège des ressources. La République démocratique du Congo est un des pays les plus riches en minerais au monde, possédant la plupart des coltons mondiaux, dont chaque téléphone portable est pourvu. Mais la possession des ressources naturelles aide beaucoup de personnes qu'on peut considérer comme élites à amasser de l'argent sans appeler à la coopération de la société. Si le seul moyen de se développer sainement est d'assembler une aéroplane high-tech par exemple, vous allez avoir besoin de l'ensemble de la société s'investisse dans le projet, mais si vous avez juste besoin d'extraire quelques minéraux, vous pouvez le faire avec une petite force ouvrière et quelques armes, des pistes d'atterrissage assez longues pour exporter votre butin sur le marché. La possession du coltan garde les rebelles congolais armés corrompus, chaque niveau de la société. Donc, comment peut-on évaluer l'importance relative de ces différents facteurs institutionnels, culturels et géographiques dans la détermination des richesses d'une nation? Il n'y a pas de règles pures et dures, mais comme repère, on peut suggérer que 50% des ressources d'un pays reviennent des institutions, 20% sont dues à la culture et 10% vont chacun à la latitude, la connexion au reste du monde et la bonne fortune géologique.